Donc, je vais vous présenter plus en détail ce parcours 16, donc consultant et chargé d'études socio-économiques. Peut-être que le mieux, c'est de vous le présenter par année. C'est une manière très simple de rentrer dans le contenu. Je vous rassure, hein, je ne vais pas vous décrire la maquette. Je vais surtout vous décrire la philosophie de la chose, quoi. Donc, l'esprit, il est conforme à ce que je viens de dire pour Messi dans sa globalité. Pour le M1, c'est d'abord de parachever votre formation disciplinaire. Donc, 16 est géré par les économistes de Paris Diderot, que dis-je, désormais Université de Paris, mais vous savez peut-être qu'il y a des économistes à Aix-Paris 5 et des économistes à Paris Diderot. Donc, nous sommes les économistes de Paris Diderot. Des économistes hétérodoxes sont très ouverts sur la pluridisciplinarité, hein, considérant que l'économie est une science sociale parmi les autres. Donc, nous, on est très à l'aise dans cette idée de, bien sûr, consolider votre formation en économie et des matières très proches, la gestion, mais vous ouvrir aussi sur les autres disciplines des sciences sociales, notamment la géographie et la sociologie. Encore une fois, je ne montrerai pas la maquette, hein, mais allez la consulter sur notre site. Vous verrez le détail. Vous avez un cours de sociologie de l'opinion, sociologie du travail, socio-économie de la consommation et pas mal de possibilités, optionnelles ou non, d'avoir des cours à tonalité géographique. Donc, formation disciplinaire, ouverture sur les disciplines connexes. Encore une fois, vous avez besoin d'une boîte à outils qui soit richement achalandée. Et vous avez commencé votre apprentissage des techniques en usage dans les études et le conseil, statistiques, les études quali, l'analyse financière. Voilà, vous allez commencer à vous nourrir, hein, de matières plus techniques, sachant que malgré tout le cœur de la professionnalisation est plutôt pour l'année de M2. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un tronc commun de matière, tronc commun pour tous les étudiants de 16, mais qui est aussi souvent un tronc commun partagé avec les étudiants des deux autres parcours de Messi. Si je parle d'un tronc commun pour les étudiants de 16, c'est que vous avez la possibilité de choisir des options. Il y a 3 options pour les étudiants de 16. Donc, vous comprenez, on est à 3 parcours, et dans un des parcours, il y a 3 options. Une architecture un peu compliquée. Donc, je l'ai décrit rapidement, j'ai évoqué tout à l'heure la dernière. Marketing, entreprise, secteur et territoire. En gros, ce qui réunit tous ces mots-clés, c'est l'environnement de l'entreprise ou de l'organisation, ce qui est à l'extérieur. Donc, le marketing, c'est les clients. Bon, l'entreprise, c'est l'acteur en question. Les secteurs, c'est son arène concurrentielle, c'est ses concurrents, c'est ses fournisseurs, ses clients. Et les territoires, c'est là où elle est posée. C'est ce qui va lui servir de socle et lui fournir des ressources. La deuxième option, c'est organisation, emploi, travail. C'est encore plus explicite. Alors que l'option 1 était l'extérieur, l'environnement de l'entreprise, là, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur, donc les problématiques d'organisation, de travail et d'emploi. Très, très logiquement, c'est là qu'on va avoir la dimension RH. Et enfin, data analyst, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée de combiner des compétences d'analyste, mais aussi de capacité à travailler les données massives, avec les techniques modernes, hein, sur le big data, avec des algorithmes prédictifs, etc. Enfin, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas très bien placé pour en parler, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a un gros besoin sur le marché du travail. Donc, ce n'est pas rigide, hein, tout ça. J'ai évoqué tout à l'heure la possibilité qu'on avait de passer d'un parcours à l'autre, d'une année à l'autre. Ces 3 options, elles courent sur les 2 années. Et c'est pareil, hein, vous pouvez penser au départ que vous avez envie de faire organisation, emploi, travail, et en cours de route, considérer que finalement vous êtes trompé, que vous avez plutôt envie de faire du marketing. Et donc ça, il n'y a aucun problème. Le changement d'option est même plus facile que le changement de parcours, ce qui est assez logique, quoi. Voilà, mais comprenez quand même que ça mène à des types d'emplois qui ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, même s'il y a des porosités. Par exemple, le statut de data analyst, vous pouvez l'exercer dans le cadre des études marketing, même c'est un des débouchés importants des data analystes. Mais quand même, malgré tout, c'est des types de métiers qui sont un peu différents. De toute façon, il va bien falloir que progressivement, hein, vous fassiez des choix qui vous mèneront à un certain type d'emploi. Hein, voilà. Que vous dire que c'est une année lourde. Je pense que les étudiants en sortent plutôt contents. Hein, c'est Nicolas Zoulet qui gère le M1. Tu peux peut-être en dire 2 mots. Mais je termine en disant quand même que c'est lourd, puisqu'il y a quand même
500 heures d'enseignement, quoi, au total. Donc, c'est une année un peu chargée. C'est classique, 500 heures en économie, hein, mais pour d'autres disciplines, ça paraît un peu lourd. Et surtout, il y a pas mal de boulot. Nicole, est-ce que tu veux rajouter quelques éléments sur l'année de M1 ? Nicolas Zoulet gère l'année de M1, et puis après, je parlerai plus précisément de l'année de M2. Il faudrait mettre ton micro pour qu'on t'entende, ça serait mieux. Voilà, pardon. Eh bien, écoutez, non, tu as dit l'essentiel. Je peux juste peut-être ajouter qu'en effet, c'est une année qu'en général les étudiants aiment bien. On essaie de leur donner un choix assez large finalement, quand nous pouvons le tenir. Hein, c'est pas toujours facile en termes de conditions pratiques, mais ils ont une palette d'enseignement, comme tu l'as montré, quand même très large. Et il y a aussi un travail de mémoire. Je ne crois pas que tu en aies fait état, Philippe. Oui, c'est très bien. Alors ça, je peux dire un petit mot dessus. On demande aux étudiants en M1 de s'engager dans un mémoire. Alors c'est moi qui coordonne l'affectation, l'appariement entre l'étudiant, son sujet et l'enseignant qui l'encadrera. Et ça se fait à la fois en début d'année, donc on essaye de bien vous encadrer tout au long de l'année pour vous accompagner dans ce travail. Et puis, ça se fait à la fois sur la base de vos choix en termes de sujets, si vous avez des idées spécifiques, on peut même vous aider à formuler. Et autrement, tous les enseignants qui participent au master, et un peu plus largement dans notre équipe d'ailleurs, proposent des sujets sur lesquels ils sont assez engagés ou qui les intéressent. Et je les rends anonymes, évidemment, ces sujets, et ça vous donne une liste assez large dans laquelle vous pouvez piocher et demander à aller vers tel type de sujet plutôt que tel autre. Et alors là, je vous mets en relation avec l'enseignant concerné. Voilà. Alors, c'est un petit travail de recherche et d'étude. On essaye de favoriser aussi le fait que cette étude peut avoir un contenu appliqué avec un terrain, peut-être une petite enquête quand c'est possible, et c'est assez souple dans la définition du sujet qui est proposé. Voilà. Est-ce que je peux répondre aux questions si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit ? Un autre point sur le M1, depuis maintenant plusieurs années, nous avons un partenariat avec une structure qui s'appelle Alteraction, qui est une émanation d'un grand cabinet de conseil qui s'appelle Accenture, qui est voisin du site des Grands Moulins. Et Alteraction, c'est une structure qui existe depuis longtemps, qui, recrute des étudiants, initialement des étudiants des grandes écoles, pour les mettre en relation avec des organisations de l'économie sociale et solidaire et qui ont des besoins en termes de consulting, mais qui ne peuvent pas se payer des vrais consultants, c'est trop cher. Et donc, avec le soutien de consultants professionnels issus d'Accenture, eh bien, ils forment des groupes d'étudiants qui viennent de différentes formations et leur confient une mission donc, pour le compte d'une organisation de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, les étudiants, sur un semestre, vont s'acquitter de cette mission avec l'encadrement méthodologique, bien entendu, des consultants confirmés de chez Accenture. Donc, nous sommes assez fiers. Nous sommes la seule université à participer à ce dispositif qui était pensé initialement pour les grandes écoles. Et ça marche. On doit être à la 4e ou 5e année, je ne sais plus très bien. Il y a des gens d'Alteraction qui viennent présenter tout ça et chercher des volontaires. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est un travail en plus, c'est hors université. Nous, on ne l'évalue pas, on ne le note pas. C'est vraiment quelque chose en plus. Donc, ceux qui sont intéressés par la démarche postulent. Il y a un petit processus de sélection, il ne faut pas se voiler la face, mais qui n'empêche pas chaque année plusieurs des étudiants de M1, 16, de rentrer dans le dispositif. Et en général, ils en sont ravis. Ils en sont ravis parce qu'ils sont jetés dans le grand bain tout de suite, dans du vrai, pour une vraie mission, mélangée avec des étudiants d'autres écoles. Et c'est souvent l'occasion pour eux, d'ailleurs,
de réduire leur complexe, s'ils en avaient, hein, par rapport aux étudiants d'écoles prestigieuses de surcroît, se rendent compte qu'ils ne sont pas plus mauvais et que même quelquefois dans l'action, ils se révèlent plus débrouillards. Hein. Donc voilà, de tous les points de vue, on y apprend beaucoup et ceux qui font cet effort supplémentaire chaque année en sortent absolument ravis et rajoutent une ligne à leur CV qui pèse. Hein. Quand on est en phase de construction de son CV, pouvoir rajouter ce genre de choses, eh bien, c'est pas anodin, c'est un vrai bonus, quoi. Voilà, il ne fallait pas oublier de le dire. Est-ce que vous avez des questions sur le M1 avant que nous passions au M2? Alors moi, je ne regarde pas le chat, donc s'il y a des choses, je les vois. Sur le chat, non, il n'y a rien. Alors, il y a juste une question de Cindy qui demandait si le choix de l'option, à quel moment s'effectue le choix de l'option. Alors, pour tout le monde, ça s'effectue évidemment en début d'année, même si, comme Philippe l'a indiqué, à l'issue du premier semestre, on peut organiser le passage d'une option à l'autre. Oui, et puis on peut dire aussi qu'en fait, en début de semestre, les étudiants ont 2 semaines parce que même au sein de chacune des options, il y a des choix. Hein. Pour certaines UE, vous avez le choix entre plusieurs matières, quoi. Et donc là, on laisse en général les étudiants faire un tour de piste avant de spécifier quelles sont les matières qu'ils choisissent. Et ben, on peut avoir surtout au premier semestre, on peut avoir le même regard là-dessus. C'est-à-dire que si vous ne savez pas vraiment, les 2 premières semaines, vous allez un peu partout et vous sondez. Et vous choisissez ensuite en fonction de ce que vous avez senti, en évitant de choisir sur la base de la gueule du prof ou de l'heure de son cours ou de la masse de travail qu'il va vous donner, parce que vous comprenez que ça, c'est très contingent, alors que malgré tout, le choix d'une option, ce n'est pas complètement anodin. Enfin, ça commence à définir une trajectoire professionnelle. Donc, c'est comme ça qu'il faut choisir. Donc voilà, au bout des 2 semaines, éventuellement, vous pouvez changer d'avis au contact de la réalité des cours qui vous sont proposés, quoi. Est-ce qu'il y a oui, une autre question sur le M1, est-il uniquement en formation initiale? Question de Sarah, car sur e-candidat, sur la fiche de candidature, on nous demande de choisir un régime de formation. Bon, la question des régimes de formation est un peu complexe sur e-candidat, mais en effet, le M1 est principalement en formation initiale. C'est-à-dire que sur e-candidat, il y a 3 possibilités. Pour le M1, vous en verrez, pour le M2, vous en verrez 3. Il y a FI, je ne sais pas s'ils ont les choses plus lisibles cette année parce qu'on s'est beaucoup plaint l'année dernière. FI, ça veut dire formation initiale, et pour 99% d'entre vous, ça sera FI. Voilà. Ensuite, il va y avoir FC. FC, ça va être formation continue. Donc, formation continue, comme son nom l'indique, mais peut-être que vous ne le savez pas, c'est pour des gens qui ont fini leurs études, qui ont quitté le monde des études depuis déjà quelques années, qui sont rentrés dans la vie active et qui décident de reprendre des études, soit de leur propre chef, soit avec l'accord de leur employeur et le financement de leur employeur, quoi. Donc là, ceux-là, ils sont plus âgés que vous, en principe, hein, et rentrent dans la case formation continue. En M1, on n'en a pas beaucoup, mais on en a eu. Je pense à Audrey, pas si longtemps, hein, il y a 2 ans. Hein, donc elle avait, je sais pas, une petite quarantaine d'années. C'est ce qui est rigolo, quoi. Hein, voilà. Donc ça, pour vous, c'est FI en principe, hein, sauf, encore une fois, si vous êtes en formation continue. Mais de toute façon, si vous voulez rentrer en formation continue, il faut rentrer en contact avec nous, hein, et notamment avec la personne chez nous qui n'a pas assisté à la réunion tout à l'heure, mais qui est vraiment spécialiste de ces questions et qui vous guidera, hein, dans les procédures administratives pour rentrer en formation continue. Pour oui. Vas-y, pardon. Pour le M2, je le dis tout de suite pour pas oublier. Oui, vas-y. Une 3e possibilité, donc FI, formation initiale, FC, formation continue, et FA, je crois, formation en apprentissage. Et là, effectivement, pour la totalité des candidats, en principe, il faudrait plutôt prendre FA. Mais si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, je vous assure, on regarde tout. Ça n'a pas d'enjeu. Ouais, il n'y a pas d'enjeu, on les reclasse, ils ont été mal classés, donc c'est pas vraiment un problème. Voilà. Alors, il y a une autre question, enfin une remarque de plusieurs d'entre vous qui indique que l'inscription sur e-candidat n'a pas l'air de fonctionner, vous n'arrivez pas à vous inscrire et je crois que Madame Lafont vous a dit qu'aujourd'hui, en effet, cela ne marchait pas bien. En tous les cas, vous pouvez vous mettre en contact avec Madame Lafont sur cette question qui pourra mieux vous piloter. Oui, donc les étudiants qui sont chez nous en L3 la connaissent bien, hein, Madame Lafont. Donc vous avez la croix de transmission directe. Sinon, vous verrez, mon dernier slide récapitule nos différents points de contact, dont notre site dédié. Vous trouverez tous les contacts utiles sur le site, hein, donc pour rentrer en contact avec elle et lui poser ces questions.
Ça ne m'étonne pas qu'on ait des bugs comme ça. Il faut être un peu persévérant. Vous savez que l'université sort d'une fusion entre P5 et P7, enfin Paris 5 et Paris 7, et que tout ça rajoute un peu de complexité à la complexité. Donc, il y a des... Alors, je ne sais pas, Hamza dit aujourd'hui c'est normal, mais je ne sais pas pourquoi. Normal dans quel sens? C'est normal Oui, que je ça ne ne sais marche pas ce que pas ça veut dire. ou normal, ça marche? Vous pouvez ouvrir votre micro, vous n'êtes pas très Oui, nombreux. vous pouvez prendre la parole. Prenez la parole, n'hésitez pas. Bon, non, peut-être pas. Bon, Bon, c'est pas grave. alors, continuons. C'est pas Allez, grave. Ou, on Hamza, continue. vous pouvez répondre aussi sur le chat, bien sûr. Donc, l'année de M2 maintenant. Alors, l'année de M2, elle est en alternance. Le M1, non. J'ai oublié de préciser, nous avons oublié de préciser que vous pouvez éventuellement faire un stage à l'issue de l'année de M1 durant l'été, en fait. Ce n'est pas inscrit dans la maquette, ou je crois que cette année, on va devoir l'inscrire d'ailleurs. Mais en gros, ça ne fait pas partie de la formation, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, parce que le calendrier n'y est pas propice. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de matière à passer en deuxième session, vous allez finir fin mai. Donc le stage, au mieux, ça peut être juin, juillet, août, sachant qu'on commence en M2 au début ou presque du mois de septembre. Et donc, ça fait 3 mois et à supposer que vous ne preniez pas de vacances. Ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs parce que l'année de M1 est dure et l'année de M2 aussi. Voilà. Donc, objectivement, ce n'est pas facile de trouver un stage parce que déjà, même 3 mois, ça intéresse que modérément les entreprises qui sont plutôt sur des stages de 6 mois. Et puis, vous êtes en M1, ça les intéresse moins que quand on est en M2. Donc, ce n'est pas facile. Certains le font et on vous soutient évidemment, on vous donne la convention, on fait tout ce qu'il faut. Éventuellement, on vous transmet des offres quand on en a. Mais voilà, donc soyons clairs, c'est possible de faire un stage en M1, mais c'est loin d'être le cas général. Voilà. Donc l'année de M2, elle est en alternance, c'est-à-dire que vous partagez votre temps entre l'entreprise et l'université. En fait, vous êtes un salarié. Vous signez un contrat de travail avec une organisation, que ce soit, on dit entreprise, mais c'est un raccourci. Ça peut être une collectivité locale, ça peut être une association, ça peut être un syndicat. Enfin, voilà. Comprenez entreprise au sens très large du terme. Donc, vous signez un contrat de travail avec la structure qui vous accueille. Vous devenez salarié avec les droits et les devoirs du salarié. Et cette structure vous envoie en formation à l'université. Voilà. Bénéfice pour vous, ça vous fait une véritable expérience professionnelle. Vous êtes rémunéré durant la formation, ce qui n'est pas un détail. Alors, ça dépend des structures, mais il y a un minimum conventionnel qui doit correspondre en gros à 80% du SMIC. Donc, ce n'est pas négligeable d'être payé pendant qu'on fait ses études. Et de surcroît, les frais de scolarité sont pris en charge par la structure qui vous accueille. Donc, c'est quasiment que du bénéfice. La contrepartie, c'est que, évidemment, vous avez à faire face à la fois à un job dans l'entreprise et à une formation à l'université. Donc, c'est une année, il ne faut pas se voiler la face, c'est une année qui est lourde. Voilà. Donc, le rythme de l'alternance, il est à peu près ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'en régime de croisière, c'est 3 jours en entreprise, lundi, mardi, mercredi, et 2 jours à l'université, le jeudi et le vendredi. Et on a plusieurs périodes, ce n'est pas forcément exactement ce qui est marqué ici, mais plusieurs périodes où vous êtes à temps plein à l'université. Voilà, ça fait des petites respirations. Et puis, les mois d'été, par contre, parce que c'est un contrat sur 12 mois, le contrat d'apprentissage, donc juillet, août et septembre, vous êtes à temps plein en entreprise. Donc, l'année se termine pour vous fin septembre, lorsque vous avez soutenu votre mémoire et que vous en avez terminé avec l'entreprise. Voilà, ça c'est l'alternance, c'est donc la grande nouveauté. C'est ce qui, à mon sens, rend particulièrement intéressante cette formation, c'est que vous n'êtes pas uniquement dans l'apprentissage théorique, vous faites le lien entre des enseignements traditionnels très professionnalisés et une véritable expérience professionnelle où vous apprenez d'autres choses. Vous préparez votre entrée sur le marché du travail, vous êtes déjà plongé dans la piscine en quelque sorte. Voilà. Donc ça, en principe, ça plaît énormément et ça contribue à vous transformer. On est toujours frappé, nous, l'équipe pédagogique, de voir votre transformation entre le début de l'année de M2 et ce qui se passe à la fin. Alors, sur le contenu, l'approche est résolument généraliste. D'abord, je crois que nous sommes la seule formation à afficher dans son titre à la fois le consulting, le conseil, et les études. Alors, on forme à ces 2 métiers, consultant et chargé d'études, qui sont... pour vous dire la vérité, la frontière entre les deux est de plus en plus floue dans la réalité du marché du travail. Mais malgré tout, ce sont des métiers identifiés comme étant différents. Nous, voilà, on vous forme aux 2, et même pour chacun des 2, il n'y a pas de spécialisation.
vous pourrez trouver des masters qui forment des chargés d'études marketing. Vous voyez, donc, nous aussi, on forme des chargés d'études marketing, mais on ne fait pas que ça. Voilà. Vous pouvez aussi être un consultant RH. Voilà. Vous avez des masters spécialisés consultants en organisation. Nous, on vous forme aussi aux problématiques des organisations, mais c'est plus large. Voilà. Donc, c'est un choix délibéré qui n'a pas que des avantages. Hein. L'inconvénient direct que ça a, c'est que les heures d'enseignement sont un peu saupoudrées. Hein. On touche à beaucoup de choses, dont certaines dont vous pouvez vous demander à court terme, en tout cas, en ai-je vraiment besoin? Parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de faire plus tard. Et puis, évidemment, l'étendue est un peu au détriment de la profondeur, quoi. Voilà. Donc ça, on assume cette limite parce que c'est compensé par le fait que ça forme des gens polyvalents, et ce qui donne une grande souplesse ensuite pour l'insertion sur le marché du travail. Vous pouvez changer d'avis, quoi. Voilà. Vous avez touché. D'abord, ça vous met en contact de choses que vous ignoriez. Hein. Par exemple, vous pouvez partir avec l'idée que vous voulez faire chargé d'études marketing, et puis vous découvrez une passion pour le développement territorial, parce qu'on vous a mis en contact du développement territorial. Et ben, vous laissez tomber le marketing et vous engagez une carrière sur le développement territorial. Donc, déjà, pour vous donner une idée de la diversité, ben, c'est une bonne chose. Et puis, globalement, on vous a formé de manière polyvalente. Ça vous donne une capacité de vous déplacer dans cet espace étendu qu'offre le marché des études et du conseil. Donc, ça se voit, ça se répercute, ce caractère généraliste, à la fois dans le profil à l'entrée. On a maintenant de plus en plus, hein, les étudiants qui rentrent en M2 viennent du M1, hein, en réalité. Mais on a quand même chaque année des étudiants qui nous arrivent directement de M2. Et dans le passé, c'était même le gros des troupes, et avec des profils très diversifiés. Donc, on a déjà des profils diversifiés en M1, ben, encore plus en M2, parce que chacun vient avec ce qu'il est. J'ai envie de dire, comme la pub de McDo, hein, venez comme vous êtes. Et ce que vous êtes, on va lui rajouter des choses sans le nier, et ça vous donnera un profil spécifique qui trouvera sa position sur le marché du travail. Et on retrouve cette approche généraliste dans les débouchés que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là aussi, vous retrouvez les trois options du M1. Il n'est pas impossible d'en changer entre le M1 et le M2. Ce n'est pas conseillé, parce que quand même, l'objectif, c'est sur 2 ans d'accumuler des compétences dans un champ qui est déterminé. Hein. Mais si vraiment vous ne pouvez plus supporter l'organisation, l'emploi et le travail, et que vous avez très, 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 très envie de faire du marketing, eh bien, allons-y, quoi. Donc, ça peut se faire. Hein. Et donc, on a la possibilité sur ce qui représente en gros, hein, en M1 et M2, peut-être un tiers du volume horaire, hein, le reste étant du tronc commun. Ça vous permet sur 2 ans, malgré tout, d'accumuler des matières qui se rapportent à ces thématiques, et donc d'afficher une véritable compétence, notamment en data analyst, qui est vraiment la nouveauté chez nous, et qui est portée par des enseignants très, très, très motivés. Nicole, j'ai l'impression que tu as des messages sur le chat, non? Non? Pardon, je ne crois pas. Non. Ah, si, bien sûr. Alors, donc, premier message sur e-candidat, il y a des interventions techniques sur Apogée qui expliquent la maintenance et le non-fonctionnement d'e-candidat aujourd'hui. Bon, c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Après, des questions d'Iman. Je me demandais pour les stages, mais aussi pour les alternances, la formation aide-t-elle les étudiants à trouver un contrat ou pas en cas de difficulté? Première question. Deuxième question d'Iman sur les épreuves écrites. Les épreuves, donc j'imagine que c'est pour l'intégration dans le M2. Faut-il des connaissances particulières? Je propose que cette question, on la garde pour tout à l'heure quand je vais reprendre. Oui, on en parlera ensuite. La sélection. Je peux répondre à la première tout de suite. Hein. Vous allez être, enfin ceux qui vont rentrer en M2 cette année vont être la 20e promotion du master. Ça y est, 20 ans déjà. Ça ne nous rajeunit pas. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de créer une réputation et un réseau de partenaires. Donc sur notre site, vous verrez quelques-uns des partenaires récents, mais ce n'est pas du tout complet, quoi. Ce qui fait que chaque année, on ne va pas tarder à le faire d'ailleurs, on se rappelle à leurs bons souvenirs, on leur dit attendez, si vous voulez avoir un apprenti l'année prochaine, ben, il faut nous le faire savoir. Donc on leur envoie une fiche qui nous retourne avec définition du profil de poste, du profil de candidat qu'ils recherchent. Et indépendamment de cela qu'on a excusez-moi sollicité, on reçoit régulièrement des demandes d'accueil d'apprentis. Il faut savoir que les entreprises ont des obligations, les grandes entreprises ont des obligations légales, des quotas en matière d'apprentis à accueillir. Hein. Donc voilà, ce qui fait qu'on se retrouve, nous,
avec un portefeuille d'offres qui, en nombre, dépasse très souvent le nombre de nos étudiants. Voilà. Alors attention, il ne faut pas faire de l'arithmétique simple, hein. C'est comme les immigrés et les chômeurs, si vous voulez, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, si vous voulez. Et après, il y a un problème de matching, il faut que l'offre corresponde à la demande, quoi. Mais pour vous dire que je mets de côté cette année, hein, qui est très particulière. Et j'espère que pour ceux qui vont démarrer l'année prochaine, on sera sorti de cet épisode catastrophique. Mais en général, pour ceux qui ont un profil normal, et en principe, on s'assure à travers le processus de sélection d'avoir des profils à peu près normaux, tels qu'on le pense, hein, sur le marché du travail. Et surtout, s'ils se donnent le minimum d'efforts, d'énergie pour arriver à trouver leur structure d'accueil, ben, ça se fait très facilement. Très facilement. Mais il faut, encore une fois, on ne fait pas l'agence d'intérim, hein. Nous, on reçoit des offres, on vous en fait part, vous candidatez, et l'entreprise vous prend pas, quoi, hein. Mais nous, on ne fait pas l'appariement en prenant l'un par la main, enfin les uns et les autres par la main, et en leur demandant de faire union, quoi. Donc, c'est vous qui avez la charge de trouver, mais en général, ça ne pose pas de problème. Il est arrivé, je suis tout à fait honnête, hein, qu'on ait, mais c'est rarissime, hein, des étudiants qui, après la rentrée, n'ont vraiment pas trouvé et est obligé de s'en séparer. Mais c'est rarissime et c'est souvent notre faute, si vous voulez. C'était des profils un peu atypiques. Nous, on s'est laissé convaincre après de longues discussions en général. Mais si vous voulez, nos critères à nous ne sont pas forcément ceux du marché du travail, quoi. Donc, ça nous incite à être de plus en plus prudents pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas, parce que c'est douloureux pour tout le monde, hein. Voilà. Donc, dites-vous que si vous faites ce qu'il faut dans les temps, il n'y a absolument aucun problème. J'espère que la conjoncture simplement sera en rendez-vous à la rentrée. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Oui, pas d'autres questions sur le chat, hein, peut-être oralement. Sinon, je continue. C'est une année, hein, on a 480 heures d'enseignement. Donc, c'est quasiment aussi lourd en termes d'enseignement que l'année de M1, sauf que ça ne nous a pas échappé. Vous avez en plus l'entreprise, ce qui n'est quand même pas un détail. Donc, bon, c'est une année un peu entre parenthèses, hein, de votre existence, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça demande un investissement total. De toute façon, la présence au cours est obligatoire, hein. Puisque vous êtes salarié envoyé en formation, la présence est systématiquement contrôlée. C'est vrai également en M1, mais c'est pas un aspect, c'est pas la loi qui l'impose. En M1, c'est le règlement intérieur, si vous voulez. Là, c'est la loi qui l'impose et c'est contrôlé. Les feuilles de présence sont renvoyées au CFA et partagées avec les employeurs. Donc là, on rigole pas, si vous voulez. Donc c'est une année lourde. Il faut pas se voiler la face. Et généralement, voilà, en janvier, février, comme en ce moment, eh bien, les étudiants craquent un peu. On fait une réunion de bilan, hein, 2 fois dans l'année, en M1 ou en M2. Et là, ils nous disent il y a trop de boulot. Hein. Bon, on met de l'huile, hein, on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais je préfère vous dire que c'est quand même une année lourde. Quand ça se termine, c'est comme pour le M1. Hein. Quand ça se termine, en général, ils sont contents, quoi. Ils sont contents que ça se termine, mais ils sont contents de l'année qu'ils ont passée. Et plus encore, quelques années plus tard. Moi, je reste en contact avec les anciens, parce que 2 fois par an, je fais des enquêtes pour savoir ce qu'ils deviennent. J'en perds, évidemment, mais beaucoup continuent de répondre. Et il m'arrive, il faut que je partage avec mes collègues, d'ailleurs, j'ai reçu un mail il y a 2 semaines, hein, d'une étudiante, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle fait partie, mais qui me remercie, qui remercie toute l'équipe, hein, mais bien après coup, hein, pour tout ce qu'elle a apporté dans sa vie. Donc, il faut que je le partage avec vous. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est pas la première fois et c'est toujours très, très agréable. Donc, l'approche pédagogique de ce M2, bah, c'est conforme à l'esprit général que je décrivais tout à l'heure. On insiste encore sur la culture générale, même si on est clairement dans une logique de professionnalisation, hein. Culture générale, par exemple, vous avez plusieurs cours, dont celui donné par Mme Azoulay ici présente, qui reviennent sur des fondamentaux, quoi. Alors, ce n'est pas de la théorie, mais on vous donne des clés de compréhension du monde qui nous entoure. Donc, typiquement, Nicole, toi, tu fais un cours de mutation du système productif et des stratégies d'entreprise. Exactement. Voilà. Exactement. Ou d'ailleurs, la méthode de travail est de faire participer les étudiants sous la forme pour eux de l'exploration d'une thématique particulière, en général à 2, pour arriver à faire un petit article dont je peux vous dire par exemple que cette année, la série des articles qui sont sortis sont assez bons, enfin pas mal dedans sont assez bons, et qu'on réfléchit à la manière dont on pourrait faire une revue en ligne sur le site du master pour que, il soit publié, porté à la connaissance des autres. Donc c'est un travail à 2, un petit article de 10-15 feuillets.
Mais on me dit aussi que c'est très lourd, c'est trop lourd, alors peut-être que je vais réduire un peu la voilure parce qu'il faut à la fois que ce soit faisable, évidemment, et puis en même temps qu'il y ait un petit degré d'approfondissement. Mais en effet, ce sont des sujets tout à fait intéressants. Je voudrais juste, tant que j'ai la parole, signaler deux choses. D'une part, mais tu y viendras peut-être, il y a une question sur le mémoire du M2. Je pense que tu vas l'aborder après, peut-être. Oui. Et un petit point peut-être qui tient à notre expérience maintenant de la vie de ce master, c'est que bien sûr les étudiants après coup bien, se retournent et parfois reviennent vers nous pour nous dire combien le master a pu les aider ou ce qu'ils en pensent ou combien ça a pu les soutenir. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'évolution au long de l'année même, parce que c'est une année très particulière. Moi, je trouve que c'est toujours un très beau spectacle, parce que souvent, pour beaucoup d'entre vous, vous venez en formation initiale, et puis finalement, le M2, vous êtes encore porté par la dynamique de vos années d'études qui se succèdent. Et puis finalement, par l'apprentissage et par l'alternance, eh bien, au fur et à mesure de l'année, on vous voit vous transformer. Et vraiment, vous passez de l'état d'étudiant, comme on aurait pu vous connaître en M1 par exemple, à des jeunes professionnels dans leur tenue, dans leur façon de s'exprimer. Et le passage par l'entreprise contribue largement aussi à faire de cette année une année très, très formatrice et très riche. Voilà, donc y compris au cours de l'année, je trouve le spectacle saisissant souvent. C'est surtout au moment des soutenances de mémoire qu'on se rend compte de la Oui. c'est impressionnant. Là, on se rend compte qu'en une année, il y a eu un changement majeur. Beaucoup d'entre vous ont basculé côté des jeunes adultes dans la vie professionnelle, dans la vie réelle. Absolument. Donc j'en reviens au parti pris pédagogique. On insiste beaucoup sur le fait qu'on a beau former des professionnels, donc qui doivent être opérationnels, rapides, pertinents, etc. On fera des bons professionnels s'il y a un bon soubassement conceptuel et théorique. C'est pas du tout, on n'oppose pas le monde académique au monde professionnel. Voilà, et c'est peut-être l'originalité de notre formation. Elle est technique, elle est professionnalisante, mais pour autant, je répète, on attend sur le marché du travail des analystes qui vont aider à prendre des décisions. Donc la technique, ok, on en a besoin, mais d'abord savoir penser. Et savoir penser, c'est avoir en tête des schémas, des grilles d'analyse, des concepts qui vous sont utiles pour penser. Donc, on ne sépare pas ces deux mondes. Voilà. Et ça se traduit dans la structure de la maquette. C'est pour ça qu'il y a cet accent sur la culture générale. Et il y a encore des matières universitaires. Et ça va se traduire aussi dans le mémoire, dont on parlera tout à l'heure. Bon, à côté de ça, il y a évidemment une partie technique qui est plus importante qu'en M1, pardon. Ces enseignements sont essentiellement donnés par des professionnels. Donc, à peu près les 2/3 des cours sont donnés par des professionnels au sein du M2. Il y en a aussi en M1 d'ailleurs. Et puis, on retrouve la spécialisation thématique que j'évoquais tout à l'heure à travers les blocs. Donc, voilà l'orientation générale. Et vous avez beaucoup de mise en application pour marcher toujours sur ces deux jambes. Donc, évidemment, en entreprise, entièrement en application en entreprise, dans chaque matière, puisque dans chaque matière, vous aurez à valider vos connaissances. Alors, ça peut se faire traditionnellement par un examen final, mais ça se fait surtout par des travaux à réaliser, seul ou en groupe, où vous allez appliquer ce que vous avez appris, souvent sur du concret. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage des méthodes. Avec les projets aussi, vous allez mettre en application. Les projets, c'est quoi? En début d'année, on recherche des partenaires qui vont confier à nos étudiants, selon l'option qu'ils ont choisie, un sujet. En gros, on va simuler une relation commerciale. Le partenaire va jouer le rôle de client. Il va vous demander de faire une étude ou une mission de conseil qui va se dérouler tout au long de l'année, par groupe, avec le soutien évidemment méthodologique de tout ou partie de l'équipe enseignante. Alors, pour vous donner pour vous faire comprendre ce que c'est, cette année, par exemple, il y a le groupe de l'option marketing, option 1, qui fait une étude pour le compte de la SNCF. Je crois que le sujet, on n'est pas trop autorisé à en parler, mais donc c'est une vraie étude, il y aura du Cali, parce qu'ils sont en plein dedans, une enquête quantitative qui est financée par la SNCF, donc c'est du sérieux, il faudra rendre tout ça au mois de mai ou au mois de juin.
Et les étudiants de l'option organisation, travail, emploi travaillent pour un cabinet de conseil autour de la notion de bureau. Que va devenir le bureau, sachant que les effets de la crise sanitaire sur l'organisation du travail, le télétravail qui va modifier le rapport au bureau physique, si vous voulez. Donc, c'est un vrai sujet d'actualité. Hein. Quel sera l'avenir du bureau dans sa configuration, dans sa fonctionnalité, eu égard au progrès inévitable de la diffusion du télétravail à l'issue de la crise sanitaire, quoi. Et des logiques d'économie de mètre carré qui présidaient déjà au fonctionnement des grandes entreprises avant la crise sanitaire avec les flex office et toutes ces pratiques-là, le coworking, bref. Donc voilà, pour vous donner 2 exemples de cette année, quoi. Mais chaque année, le sujet se renouvelle. L'année dernière, on avait fait une étude de marché sur le thon en boîte. Il n'y a pas de saut métier. L'année d'avant, sur les Français et le pain. Voilà. Non, mais là, on est concrètement face à des clients, une vraie responsabilité. Hein. Même quand le moral flanche et qu'on a envie de tout laisser tomber, on ne peut pas. Hein, parce qu'en face, on a des clients qui attendent les résultats, quoi. Et puis, dernière mise en application, le mémoire. Gros morceau chez nous, le mémoire. Hein. Autant en M1, Nicolas Azoulay a précisé que c'était quand même un petit travail de recherche. En M2, c'est beaucoup plus sérieux. C'est un sujet qui est défini en accord avec l'entreprise d'accueil, avec le maître d'apprentissage. Et donc, on attend de vous que vous articuliez une problématique tout à fait opérationnelle. Hein, il faut que ça débouche sur du concret, mais avec un détour méthodologique, conceptuel, théorique. Voilà, c'est un travail universitaire dans la forme. Hein, c'est rédigé, c'est pas du tout un mémoire de stage. Hein, c'est rédigé selon les règles de l'art académique, mais avec une thématique et un souci de déboucher sur quelque chose d'opérationnel, un résultat, une méthode, enfin peu importe, une telle diversité que c'est difficile de généraliser. Pareil, sur le site du master, vous trouverez des quelques bons mémoires qu'on a mis en ligne, ça vous donnera une idée de ce à quoi ça peut ressembler, quoi. Donc voilà, vous voyez que c'est une année très, très riche, très diversifiée. J'aurais terminé par vous montrer quelques données des enquêtes que je réalise donc auprès des anciens. Alors je suis confus, je n'ai pas encore compilé totalement les résultats de l'enquête que j'ai menée pour la situation des diplômés au 1er janvier. J'en fais une au 1er janvier, une au 1er juillet. Je n'ai pas traité. Donc là, vous allez voir les résultats de la vague 2020. Donc il y a une année de décalage. Et franchement, d'une année sur l'autre, ça bouge assez peu, surtout que je consolide toutes les promotions depuis l'origine, si vous voulez. Donc en rajouter une ou pas, ça ne change pas grand-chose à l'allure générale. Donc je voulais vous montrer par exemple les structures d'accueil de nos étudiants pendant l'année de formation, pendant qu'ils sont en apprentissage. Vous allez avoir une illustration concrète de la diversité. Vous voyez, arrive en premier, mais premier avec à peu près 23% du total, donc c'est pas écrasant. Hein. Les services d'études des annonceurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, là, vous savez, typiquement, je crois qu'il y en a 2 cette année à la SNCF. Vous voyez, ils sont au service études de la SNCF, dans des services différents d'ailleurs. Il y en a un, je crois qu'il y en a un chez Engie cette année. Enfin, de toute façon, chaque année, il y en a un chez Engie. Il y en a souvent chez Engie, ouais. Oui, absolument. C'est assez régulier. Ouais. L'année dernière, il y en avait une chez L'Oréal, vous voyez, au service études de L'Oréal, vous voyez. Donc, on est bien dans le monde des études, mais à l'intérieur d'une organisation. Voilà. Pas loin derrière, et ça a eu tendance à augmenter au fil des années, les organismes publics, les chambres consulaires. Quand je dis chambres consulaires, c'est d'abord les organismes publics, et notamment des collectivités locales. Pas que. Hein, la mairie de Paris, par exemple. On a chaque année un ou plusieurs apprentis à la mairie de Paris. Oui, même 2 en général. Ouais. Oui. Et ils sont gros consommateurs d'apprentis. On en a eu... on en a eu au MESRI, au service des études du ministère de l'enseignement et du supérieur, de la recherche et du supérieur, hein, que je suivais l'an dernier d'ailleurs. Ouais. On en a au comité régional du tourisme de la région Île-de-France. Ah oui. Voilà. Donc voilà, c'est très, très, très diversifié. Ensuite, on a des instituts, des cabinets d'études marketing, mais vous voyez, ça fait que 17%. D'ailleurs, ça ne concerne que les étudiants de l'option 1, hein, c'est assez logique. C'est là qu'on va avoir Ipsos, par exemple, mais on a beaucoup aussi de plus petits cabinets que vous ne connaissez pas nécessairement, mais qui assurent un très bon encadrement de nos étudiants. Autre institut cabinet d'études, voilà, c'est des cabinets d'études, mais ils ne font pas du marketing, parce qu'il y a d'autres manières de faire des études, notamment on peut faire des études socio-économiques, des études sectorielles, vous allez voir, le paysage est très très diversifié. Les cabinets de conseil, vous voyez, on est à peu près à 13% sur les cabinets de conseil, les études d'opinion, les fameux Ipsos, Sofres et compagnie, etc. Après, vous voyez, ça ne devient pas très important. Donc, une vraie diversité, mais ça dépend un peu de vos envies aussi. Hein.
si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce qu'on vous propose, libre à vous. Et chaque année, il y en a au moins un tiers qui finissent comme ça, hein, qui cherchent par eux-mêmes et qui vont trouver un truc qui leur corresponde vraiment, qui corresponde à leur projet professionnel, soit sur le plan sectoriel. J'ai envie de travailler sur le luxe, j'ai envie de travailler sur la culture, j'ai envie de travailler sur l'alimentaire, pourquoi pas, hein, ou j'ai envie de travailler dans une organisation de l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de travailler pour un syndicat professionnel. Voilà, c'est vous qui ferez votre sélection. Il faut peut-être ajouter une chose, Philippe, c'est que les pourcentages peuvent tromper. Oui. La formation est en fait une petite formation. Hein, vous êtes entre 15 et 20 étudiants maximum. Oui, oui. Donc, quand on parle de 17%, vous voyez que ça renvoie à 2 ou 3 étudiants en réalité. Hein. Il faut avoir une vision réelle de la taille réelle de la promotion, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir un bon encadrement et de bien pouvoir vous suivre. Hein. Oui, vous avez vu, là, c'est en cumulant toutes les promos, c'est sur 320 étudiants, là, cette statistique que vous avez là. Mais évidemment, c'est parce qu'on cumule des promos. Hein. Sinon, ça n'a pas de raisonner sur les pourcentages sur l'échelle d'une promo. Hein. Voilà, les mêmes choses sur le secteur d'activité du premier employeur. Vous voyez, ce qui passe en tête, là, c'est les administrations et établissements publics, quoi. Et chaque année, ça se creuse, hein, de plus en plus. C'est aussi un désir, hein, de certains de nos étudiants qui n'ont pas envie de bosser dans le privé, qui veulent trouver du sens à leur travail, comme on dit aujourd'hui, et qui trouvent que travailler dans le public, ça répond mieux à leur quête de sens, quoi. Après, c'est les cabinets de conseil qui arrivent en deuxième position, les services études des grandes entreprises ou les fédérations professionnelles, etc. Donc, vous voyez là aussi, hein, au niveau des débouchés, le premier arrive à 17% seulement. Hein. C'est extrêmement diversifié, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le délai d'insertion professionnelle. Alors, je ne sais pas si ça se lit facilement, cette affaire. Voilà, on fait le bilan 3 mois après avoir obtenu le diplôme, donc en janvier, hein, à 9 mois, 15 mois, etc. Et là, vous avez la proportion de ceux qui ont trouvé du boulot à l'échéance en question. Vous voyez qu'à 3 mois, on est seulement à 57%. Donc un peu, voilà, une grosse majorité, disons. Hein. Où sont les autres? Il y en a 8% qui sont partis à l'étranger, qui sont offerts un congé sabbatique, en tout cas qui se déclarent comme ça. Et un tiers qui cherche du boulot. Alors, je ne devrais pas vous le dire, mais souvent, ils cherchent la première année, surtout les premiers mois, ils cherchent mollement. Et pour une raison inavouable, c'est que comme ils ont été apprentis pendant 1 an, salariés donc, ils ont droit au chômage après. Donc souvent, on se dit, on a passé 2 années intensives, on ne va pas se presser pour rentrer sur le marché du travail, puisque de toute façon, on est rémunéré pendant ce temps, quoi. Donc ça fausse un peu nos statistiques. Beaucoup ne cherchent pas vraiment, en tout cas pas avec toute l'énergie nécessaire. Vous voyez que assez vite, notamment quand il n'y a plus d'allocation chômage, ça s'améliore beaucoup. On passe à quasiment 90%, quoi, si je mets de côté ceux qui sont encore en congé sabbatique ou à l'étranger, quoi. Vous voyez qu'à mesure que le temps passe, on est quasiment en plein emploi. Après, c'est ce qu'on appelle du chômage résiduel, hein, c'est le temps ou frictionnel, c'est le fait de changer d'employeur, d'être à la fin d'un CDD pour entrer dans un CDI, etc., quoi. Donc, pour vous le dire autrement, je mets vraiment cette année entre parenthèses, mais ça, c'est vrai partout. Hein. L'insertion sur le marché du travail se fait bien. De mémoire, à peu près un tiers sur la totalité des promos. C'est très inégal d'une année sur l'autre, mais à peu près un tiers de nos diplômés, 30% plutôt, sont embauchés par l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage, quoi. Donc, c'est quelquefois, pour les entreprises, une manière de tester un jeune avant de l'embaucher vraiment. Mais même quand on ne reste pas dans la même structure, d'ailleurs tous les étudiants ne le souhaitent pas, en général, l'intégration se fait bien. C'est un peu comme trouver une entreprise d'accueil. Ceux qui peinent à rentrer sur le marché du travail, c'est encore une fois des profils un peu particuliers. Mais si vous avez un profil standard, ça pose pas de problème. C'est un secteur qui est quand même globalement en croissance. Je peux dire juste un petit mot, Philippe, oui, auquel tu me fais penser. En effet, en ce moment, le contexte est particulier pour trouver un emploi, mais en revanche, le bénéfice secondaire de cette période si bizarre, c'est que le soutien aux politiques d'apprentissage dans les entreprises est très élevé et donc trouver un apprentissage est beaucoup plus aisé aujourd'hui. c'est vrai. Même l'embauche des jeunes est soutenue. Enfin, bon. Et même l'embauche des jeunes. Donc, il faut avoir une vision un peu nuancée de la difficulté de la période même. Hein. Et puis, de toute façon, on va en sortir. J'espère vraiment que oui, on va en sortir. Concerné par tout ça, surtout par l'insertion. Normalement, à la fin de l'été, on est tous vaccinés. Hein, donc, donc je pense que ça sera derrière nous. Hein. Ouais. Enfin, espérons. Voilà les salaires. Donc, toujours à plusieurs échéances. Hein. Première embauche, 21 mois, 40 mois, 7 ans. Alors, j'en perds, hein, j'en ai plus que 46 sur 7 ans. Je pense pas toujours. Alors, il y a une question, de Rama
qui Ouais. demande qu'est-ce que signifie profil particulier. Je ne sais pas à quoi renvoie. Oui, Tu as c'est évoqué vrai. des profils particuliers? Oui, j'ai dit ça à plusieurs reprises. Ah, c'est quoi alors? C'est souvent, je dois le dire, des étudiants qui nous viennent de l'étranger, avec des diplômes qui n'ont pas forcément la même reconnaissance sur le marché national, des disciplines qui n'étaient pas top dans l'axe, des, tu sais, des diplômes dont on peut se demander qu'est-ce qu'on a vraiment appris pendant la scolarité. Et puis, parfois, c'est même la personne qui est en cause, quoi. Difficulté à rentrer dans la relation, on se dit celui-là quand il va passer des entretiens, d'ailleurs on l'a vu en entretien, quoi. Il a du mal à convaincre, etc. Enfin, voilà. Chaque cas par définition est un cas particulier, mais en général, ceux qui peinent soit à trouver leur entreprise d'alternance, soit à réussir leur insertion professionnelle, surtout les seconds, parce qu'on les a pratiqués pendant un an. Hein. On a pu nous-mêmes se tromper au moment du recrutement. On n'est pas totalement étonné que ce soit celui-là et pas d'autres qui rencontrent des difficultés d'insertion, quoi. Mais on emporte, j'ai envie de dire, une grande part de responsabilité. Hein. Si on fait bien notre travail de sélection, à la fois pour trouver l'entreprise d'accueil et pour trouver son premier emploi, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, à nous d'être vigilants. Donc, ça fait qu'on peut paraître méchant et sévère, hein, mais c'est un service à rendre. Alors, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quelquefois on fait des paris sur un étudiant. Hein. Quand on le gagne, on est vraiment content, hein, vraiment content. On en parlait encore récemment d'un sur lequel on a eu des doutes jusqu'à la fin. Hein, et je viens de recevoir un message de son employeur qui dit qu'il est vachement content de lui. Voilà, donc on souffle, si vous voulez. C'est une grande victoire, ça. Une grande victoire, ouais. Mais donc des fois on fait des paris gagnants et parfois on fait des paris perdants, quoi. Voilà. Mais Mais c'est toujours à la marge, hein, sachez-le. heureusement, Ce heureusement, sont toujours des situations très marginales. absolument. Et en général, ça nous occupe beaucoup dans les procédures de sélection. On passe beaucoup de temps à discuter de ces cas-là, quoi. Donc voilà, je finis avec les salaires. Hein. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, allez chez Pise. C'est de nos 3 parcours, c'est celui qui paye le mieux. Voilà. Peut-être qu'avec on n'en a pas encore de diplômés, mais de l'option data analyst, je pense qu'eux aussi pourront prétendre à des salaires élevés, Oui. parce qu'il y a une pénurie sur le marché du travail. Hein. Donc vous avez ici moyenne, médiane, minimum, maximum. Vous voyez qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des graphiques compliqués quand on est issu de ce milieu. Moyenne et médiane sont très proches, donc on peut se contenter de regarder la moyenne. On commence en moyenne à 31 K euros. Donc j'ai actualisé, hein, puisque comme ça démarre en 2003, ça n'aurait pas de sens de faire une moyenne. Donc j'ai tenu compte de l'inflation, quoi, hein. Donc, ça veut dire 31 000 euros par an. Brut par an, c'est comme ça qu'on raisonne, hein, je dis au passage. C'est comme ça qu'on négocie un salaire lors de sa première embauche. Hein. 31, vous voyez que ça monte lentement, mais ça monte, hein, puisque arrivé à, on ne va pas aller à 7 ans, c'est trop loin, mais arrivé à 40 mois, ce qui est un horizon raisonnable, on passe déjà à 37, quoi. Mais surtout, ce que vous voyez, je pense, c'est que la dispersion est importante. Elle est importante dès le départ, vous voyez, dès la première embauche, hein, le minimum à 19 K euros, ce qui est peu, hein, vraiment peu, le maximum à 53. Vous voyez, dès le premier emploi, bam, un écart considérable. Alors, je ne vous parle pas à 7 ans. Bon, c'est évidemment, à chaque fois, le minimum, le maximum, c'est un individu. Hein, un individu. Mais vous voyez, l'écart, on est quasiment à un écart de 1 à 10 entre le minimum et le maximum. Incroyable, ça. Voilà, c'est monstrueux. Donc, évidemment, après, c'est la vie qui fait qui impose son rythme. Hein. Il y a les secteurs où on travaille qui sont plus ou moins porteurs. Il y en a qui quittent d'ailleurs carrément le secteur des études et du conseil. Hein. Certains partent à l'étranger et dans des pays où on paye bien. Et puis il y a le talent individuel, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est la vie, si vous voulez. Hein. Donc une dispersion importante, mais voilà. En gros, si vous êtes intéressé par faire carrière, tout le monde n'est pas intéressé par ça. Hein. C'est un métier où on peut évoluer, et on peut même en sortir en réalité. C'est même un tremplin vers d'autres métiers si finalement vous n'avez pas envie d'y passer votre vie, quoi. Voilà, dernier point, ou presque, les procédures d'admission, je crois qu'on les a déjà évoquées puisqu'elles sont communes. Hein. Je peux être un tout petit peu plus précis et répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Donc en M1, c'est exactement les mêmes prérequis que pour les 2 autres parcours, donc très ouvert, hein. Il faut avoir une licence. Voilà les différentes disciplines. Hein. Même si nous sommes économistes, on accueille des non-économistes sans aucun problème. Géographie, sociologie, ça nous va très bien. MIAH, on les appelle même. Hein. On serait heureux d'en avoir, même si ce n'est pas pour aller dans l'option data analyst. Vous savez, dans les études, il y a les études qualitatives et les études quantitatives. Donc, il y a quelqu'un qui a le goût des chiffres et qui n'est pas mauvais en stats,
il peut devenir un chargé d'études quantitativiste et c'est très demandé là aussi sur le marché du travail, quoi. Donc les BIACH, vraiment les bienvenus chez nous. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici, mais vous êtes vraiment les bienvenus. Pour le M2, c'est pareil, on va prendre des gens qui ont un bac plus 4 minimum. Donc ça veut dire évidemment les étudiants de M1, je le dis parce que peut-être que ce n'est pas explicite, mais si vous avez validé votre M1 16, vous passez automatiquement en M2 16. Ça, c'est la réforme qui est intervenue il y a quelques années, automatique. Ce qui veut dire qu'on fait attention quand même à la manière dont on vous évalue en M1 pour ne pas laisser passer des étudiants qui n'auraient pas le niveau en M2. Mais pour nos M1, voilà, si vous avez validé le M1, vous rentrez en M2, il vous reste à trouver l'entreprise d'accueil, puisque c'est une formation en apprentissage. Pour les gens qui nous viennent de l'extérieur, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'ils aient un diplôme Bac plus 4, donc un M1, dans les disciplines les mêmes que tout à l'heure. Économie sans S, ça serait mieux. Gestion, sociologie, pareil, maths, ou là, du coup, on a accueilli souvent des diplômés d'école de commerce ou d'IEP qui veulent rajouter cette corde à leur arc. Voilà, donc pareil, c'est ouvert, on juge sur pièce en fonction de. Voilà. J'insiste peut-être sur un point, je ne sais pas s'il y a des étrangers parmi vous. En M1, on accueille volontiers les étrangers qui réussissent les épreuves de sélection, bien entendu. Certainement, on va certainement les faire à distance, ce qui peut même faciliter les choses. Quand je parle d'étrangers, c'est d'étrangers à l'étranger. En M2, comme on est sur le régime de l'apprentissage, ce n'est pas possible. On ne peut accueillir que des étrangers qui ont fait l'année précédente des études en France. Donc, on ne peut pas arriver directement de l'étranger en M2. Ce n'est pas autorisé par rapport aux règles de l'apprentissage. Voilà. Les dates, c'est exactement les mêmes. Les épreuves sont mutualisées. Et la différence entre l'épreuve qu'on fait pour l'entrée en M1 et l'entrée en M2, c'est le même dossier documentaire. Il est simplement un peu alourdi pour le M2. Il y a plus d'éléments dedans. Et on vous met en plus dans le dossier un graphique au principe de l'INSEE, bien compliqué, bien tordu, et on vous demande d'en tirer le jus, les enseignements, en une page. Voilà, juste pour vérifier que vous êtes capable de tirer l'information d'une source statistique. Voilà. Mais en gros, c'est la même épreuve avec les mêmes critères, quoi. Et Philippe, il y a une question de Iman. Si on candidate en M1 et en M2, on passe les mêmes épreuves écrites ou orales. Je crois qu'il faut dire à Iman que si vous hésitez, vous avez le niveau de diplôme pour postuler en M2, mais vous ne savez pas à quel niveau vous voulez vous présenter, le mieux est de vous mettre en relation avec nous et sur la base de votre dossier, on vous conseillera. Oui. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable. Donc, déposer 2 candidatures, comme ça, effectivement, si jamais on devait vous faire basculer en M1, au moins, ça simplifierait les choses sur un comportement administratif. Mais en principe, au vu de votre dossier, on pourrait déjà peut-être avoir une opinion, quoi. Oui, c'est ça, on pourra en parler ensemble. Si vous avez un bon M1 de sociologie, avec des bonnes notes, a priori, il faut réussir l'écrit, mais oui. Si vous êtes si toute votre scolarité, vous avez été autour de 10, effectivement, ça peut être prudent de candidater aux 2. De toute façon, dans ces cas-là, si vous candidatez aux 2 et qu'à l'issue de l'épreuve, enfin de la sélection sur dossier, on n'a pas réussi à dire, si on vous prend sûr en M2, vous pouvez laisser tomber le M1, passez l'épreuve écrite du M2. C'est en même temps que ça se joue. Simplement, vous n'avez pas exactement le même dossier à analyser, quoi. Donc, faites l'épreuve du M2 qui peut le plus, peut le moins, si vous voulez, quoi. Comme ça, si vous réussissez, c'est parfait. Si vous ne réussissez pas, on revisitera votre copie avec le logiciel M1 en tête pour voir si vous passez par rapport aux critères du M1. C'est clair ce que je viens de vous dire? Oui, c'était très clair, c'est bien. Pour terminer, si vous voulez en savoir plus, on est présent sur plein d'endroits. Le plus riche et le plus complet, c'est évidemment le site du master, qui est plus riche que ce que vous allez trouver sur le site de l'université, donc, puis avec des mises à jour régulières d'un tas d'informations. Donc n'hésitez pas, notamment pour voir la maquette. Vous allez avoir vraiment le détail des enseignements, matière par matière. Vous verrez le plan du cours, la problématique, etc. Donc, c'est très détaillé. Depuis peu, nous avons une page Facebook où c'est moi qui la gère, mais j'aimerais bien être soutenu d'ailleurs. J'y mets une qualité sur le secteur des études et du conseil, sur les métiers auxquels ça mène, etc. Voilà. Carrefour d'informations. Donc,
quasiment tous les jours, je rajoute un petit peu de contenu. Puis évidemment, j'y mets l'actualité du master hein, quand il y a quelque chose à dire, quoi. Il y a également une chaîne YouTube. D'ailleurs, quand il y a une nouvelle vidéo YouTube, je la mets sur Facebook. Je la mets aussi en principe sur le site. En fait, depuis quelque temps, on fait des portraits d'alumni. Les alumni, vous savez, c'est les anciens. On s'est rendu compte finalement que les métiers des études et du conseil ne sont pas très connus. C'est pour ça qu'on a organisé il y a quelques semaines une journée d'information sur ces métiers où des professionnels sont venus présenter en quoi ça consiste. Mais une autre manière de sensibiliser à ces métiers, à l'intérêt qu'ils représentent, c'est d'interroger nos anciens. Vous avez vu qu'ils sont nombreux, quoi. Donc régulièrement, nous faisons des vidéos avec des anciens qui, en l'espace de 5 à 20 minutes, nous expliquent comment ils sont arrivés jusqu'au master, leur trajectoire qui les a menés au master, comment ils ont vécu leur année de master, notamment l'année d'alternance, et puis ce qu'ils ont fait depuis. Vous verrez, si vous avez la curiosité, on a quelqu'un qui était de la première ou de la deuxième promo. Donc, autant dire qu'il a eu le temps de rouler un peu sa bosse. Il a un parcours très intéressant, il vous détaille toutes les étapes de son parcours et c'est absolument passionnant. Et quand vous visionnez plusieurs de ces vidéos à la queue leu, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous vous rendez compte là aussi, vous retrouvez la diversité dont je vous ai parlé, quoi, et en espérant que ça pourra créer des vocations. Donc voilà, je vais en faire une autre lundi prochain avec Emmanuel Fortuny. Je dis ça pour Ah oui. Alors, j'en profite, Philippe, il y a une question de Ryan qui pose la question de savoir si nous prévoyons un changement de la maquette, car manifestement, quand il est arrivé en licence en SES chez nous, il y a eu un changement de maquette qu'il n'avait pas prévu ou pour lesquels les étudiants n'étaient pas informés. Alors, non, a priori, on n'a pas de changement de maquette. Il faut savoir que nos maquettes, enfin toutes les maquettes des diplômes universitaires sont révisées tous les 5 ans. Nous sommes habilités pour une durée de 5 ans. Et tous les 5 ans, on met le travail sur l'établi. Déjà, on obtient la validation ou non du droit de délivrer le diplôme. Et puis, c'est l'occasion de réviser la maquette. Entre deux, comment on appelle ça, c'est pas des plans quinquennaux, excusez-moi. Des contrats quinquennaux, pas des plans. Non, c'est pas des plans. Entre deux contrats quinquennaux, on ne peut changer qu'à la marge nos maquettes. On peut changer un titre, un petit peu des volumes horaires, mais vraiment à la marge. Et ça doit être voté en plus. Entre deux contrats quinquennaux, on peut tout changer, quoi. Même créer de nouveaux diplômes. On peut en fermer certains, en ouvrir d'autres, quoi. Donc peut-être, vous avez vu, on est rentré dans un nouveau contrat quinquennal il y a 2 ans. Donc, c'est peut-être ça que vous avez vu. Vous avez peut-être vu l'ancienne maquette et la nouvelle. Mais honnêtement, on n'a pas changé grand-chose. Oui, c'est ça que j'allais dire. Pour ce qui concerne 16, y compris dans le changement de contrat, ça a été un tout petit toilettage. La philosophie, la structure sont les mêmes. Sauf la création de l'option data analyst. Ah, bien entendu. On a ajouté. On n'a pas enlevé, on a ajouté une option supplémentaire. On a toiletté, on a changé un peu les volumes horaires, mais enfin, c'est vraiment à la marge. Mais des petites choses marginales. Absolument. Voilà, puis on a un petit compte Twitter, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc ça ne donne pas envie de mettre beaucoup d'informations, mais je ne lâche pas. Alors peut-être qu'on peut terminer en disant que cet enregistrement de la présentation, ça va être sur le site, non Philippe? Oui. On va mettre la présentation que tu viens de faire. Mais est-ce que c'est vraiment enregistré? Écoute, je crois, puisque moi j'ai un petit voyant recording qui clignote. Ah, d'accord, très bien, parce que moi, comme je suis en mode présentation, je ne... Je pense que tout est enregistré, qu'on devrait pouvoir donc le mettre sur le site. Très bien. Si vous avez envie de repasser, de revoir ou de regarder d'autres passages, des passages où on est passé vite ou si vous avez un doute, vous pouvez ou le dire à des camarades qui n'ont pas pu assister éventuellement à cette présentation. Ou aller voir la présentation des 2 autres parcours si vous hésitez encore entre les parcours. Absolument, c'est important d'aller voir. Ouais, la porosité la plus importante entre les 3 parcours, c'est entre nous, 16 et PISE. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'on est sur des univers professionnels extrêmement différents, quoi. Donc, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est totalement différent. Donc, il faut vraiment, si vous hésitez entre les deux, prenez le temps d'aller vraiment vous renseigner sur les métiers. Ne vous limitez pas aux maquettes, si vous voulez, parce que les maquettes, ça va durer 1 an ou 2, quoi. La suite va durer beaucoup plus longtemps, quoi. Donc, prenez le temps de réfléchir en termes de métier. La formation, c'est le moyen d'accéder au métier. Ce n'est pas une fin en soi, quoi. Voilà.
moi, j'ai plus rien à vous dire. Donc, c'est le moment de poser vos questions parce que sinon, on va arrêter. Alors, avez-vous des questions? Je crois que les questions ont été quand même Au fil plutôt de l'eau. au fil de l'eau et on y a répondu au fur et à mesure. Mais s'il y en a d'autres, c'est le moment de le faire. Non, on dirait qu'il n'y en a Ah, pas. Hein. bon, bah, écoutez, c'est parfait. Ah, je vois que ça clignote. Ah, Ça clignote, je crois que c'est qu'il y a une question qui arrive. Hein. alors, combien d'étudiants réussissent à rentrer en M1-16 et quel élément peut nous faire sortir du lot, nous valoriser? Ah, et pardon, une autre question auparavant. Merci pour la présentation. Pour les étudiants qui n'ont pas pu être présents pour la journée porte ouverte, où pouvons-nous retrouver l'enregistrement? Bon, bah alors ça, on l'a dit, hein, ce sera sur le site de 16, hein, 16 Info. Philippe, tu es Et, d'accord avec oui, moi? je vais peut-être même, comme Le c'est, mettre je la mettrai sur... peut-être sur YouTube aussi. Bon, je Oui, vois. c'est ce que j'allais te proposer. Oui, c'est bien. Ouais, Et donc, sur la proportion d'étudiants qui réussissent, alors est-ce que je ne tu, saurais pas dire. je saurais pas dire. Moi, je dirais que c'est quoi? Ça dépend des années, hein, évidemment. On a eu, mais je dirais que c'est quoi? C'est un sur 50%. deux, peut-être. Ouais, Hein, ouais, c'est ça. d'instinct, je dirais à peu près 50%. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça dépend un peu des années, mais on tourne un peu dans ces eaux-là. Hein. Et souvent, notre problème, c'est de voir des étudiants qui pourraient éventuellement être bons, mais dont on s'aperçoit lors de l'échange que nous avons avec eux, qu'ils n'ont pas bien compris où ils mettaient les pieds. Et Ouais. du coup, il y a des questions. Bon, voilà. Pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir sélectionner des gens qui comprennent bien vers quoi ils se dirigent. Et donc, c'est important pour vous de bien vous informer parce que ce serait dommage d'aller dans une formation et de vous apercevoir au bout de 2 mois que ce n'est pas du tout ça qui vous intéresse. Donc, on a eu plusieurs cas de ce type de gens qui auraient très bien eu le niveau, qui avaient des profils intéressants, mais dont on s'est aperçu qu'ils faisaient fausse route pour eux-mêmes. Et donc, voilà, il faut pour nous assurer que vous comprenez bien où vous voulez aller avec nous dans cette formation. D'ailleurs, dans cet esprit-là, donc si vous avez raté la journée d'information sur les métiers des études et du conseil, qui était organisée le 8 janvier, nous l'avons enregistré et j'ai obtenu l'accord d'un certain nombre de professionnels, pas tous pour l'instant, mais peut-être qu'ils ont oublié de me répondre tout simplement, pour que je puisse diffuser, ça a été enregistré là aussi. Donc je vais Ah découper oui, c'est bien ça. rondelles et je vais les mettre en ligne. Comme ça, vous aurez une présentation de leur métier par des professionnels. Parmi eux, il y a un ancien, mais les autres sont des vrais professionnels, dont la mairie de Paris, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Bah, l'ancien est un vrai professionnel aussi. Absolument, absolument. Dans un secteur qui recrute beaucoup de nos diplômés, le soutien au comité d'entreprise, quoi. Hein. Ah oui. Donc voilà, c'est de l'information, il ne faut pas négliger. Et sur la page Facebook, hein, je mets régulièrement des infos métiers, notamment l'ONICEP, la Fédération professionnelle Syntec, l'OPCO là, qui collecte les fonds de la formation professionnelle. Tout ça diffuse des fiches métiers, etc. Je les mets en ligne pour vous mâcher le travail. Sur le site internet également, vous trouverez des liens, notamment sur le site du M1 de Messi. Vous trouverez des liens pour en savoir plus sur les métiers des études et du conseil. Quoi. Voilà. Engagez-vous là-dedans en connaissance de cause. Et moi, je suis tranquille. Plus vous apprendrez à connaître ces métiers, plus je pense que vous en découvrirez les charmes et vous aurez envie de rentrer là-dedans. Voilà. D'autres Bien, questions? Non? Je crois que ça y est. Ben alors, nos 15 participants sont restés très fidèles non, il y jusqu'à en a la 13 fin. parce qu'il y a nous aussi dedans. Ah oui, mais depuis le début. Donc, Oui, nous c'est sommes vrai. 15. Alors, nous ne sommes pas partis, évidemment. Ben alors, nous vous remercions. Merci, Philippe, de cette présentation. Et n'hésitez pas à revenir vers nous ou aller vers Madame Lafont pour des questions plus administratives. Sur le site, vous trouverez les contacts hein, de nos emails. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Voilà, vous pouvez nous envoyer des petits mots et on vous répond. Bonne soirée à vous tous. Au Merci revoir. beaucoup. Et à bientôt.